Ouais, j'ai un peu de retard. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo vlog de Cannes. Contrairement aux autres youtubeurs jeux de société, ma vidéo sort bien longtemps après le festival, donc déjà mes excuses, mais j'avais envie, vous le savez, de faire une bien belle vidéo, bien sympa, qui donne envie, etc. Et donc, la voici. Alors je dis la voici, mais en fait cette vidéo, au moment de finir le montage, je me suis retrouvé avec à peu près 1 heure de vidéo. J'avais pas très envie de sortir une vidéo d'1 heure, donc je vais la couper en deux et vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. Comme ça vous fait 2 vidéos dans un temps très court. Je vous encourage à regarder ce vlog vraiment jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment cette sensation de n'avoir vécu pas du tout le même festival que les autres. Notamment à la fin de la vidéo, vous verrez qu'on veut tester un jeu qui est Dragon Ball Z. J'ai l'impression que personne n'a osé aller le voir à part moi. Bref, globalement dans ce festival, vous allez voir beaucoup de jeux que vous n'avez pas vus dans les autres vidéos. Et je vous laisse du coup avec mon moi du passé. Il est possible que vous sachiez où je suis. Un petit indice peut-être ? Oui, nous y sommes. Nous sommes arrivés au Festival International du Jeu de Cannes. On est parti pour une première journée qui va être fatigante parce que j'ai dormi 5 heures. Mais on va essayer de profiter et de pas trop me casser la tête justement. Dans This Way, en fait, notre maison d'édition, on avait réfléchi depuis un bout de temps à faire notre premier jeu et on voulait une thématique super forte, période glaciaire, un peu post-apo, avec l'idée qu'on allait creuser le plateau. Et du coup, on s'est dit, ça va être de l'archéologie glaciaire et découvrir des artefacts. Ces artefacts, on va pouvoir les collecter sur nos plateaux joueurs. La fin de partie, on va tomber sur des tuiles édifices. Il y en a 12 au fond, qui correspondent justement au poster. Et ces tuiles édifices, chacune représente une variante du jeu. C'est un aspect un peu soft legacy, ce qui fait que la partie d'après, tu peux jouer avec cette variante-là. Et donc c'est la condition de fin de partie. Donc quand on atteint le 5e niveau et qu'on révèle entièrement une tuile édifice, on la retourne et le jeu s'arrête. Ce qui est un petit peu notre marque de fabrique, c'est le fait que ce soit vraiment un plateau multicouche. T'as 5 niveaux de tuiles. C'est un jeu compétitif, mais t'as des aspects semi-coop. Parce que tu vas te balader sur le plateau. Quand tu t'arrives sur une tuile, tu prends les petits archéologues avec toi. Dès que t'es 3 archéologues, tu creuses. Grosso modo, si je suis tout seul dans mon coin à venir creuser ici, certes, personne ne va venir m'embêter, mais je vais creuser beaucoup plus difficilement et donc lentement. Par contre, si je viens près de quelqu'un d'autre, eh ben, on va pouvoir partager un peu tout ça. Ouais. Pas si près. Parce que sinon, l'autre, il va profiter de nous. Quand on est sur un truc, par exemple, on s'entraide. Ça veut dire que là, à 3, on creuse. Okay. Si c'est mon tour de jeu, c'est moi qui suis arrivé, hop, je peux creuser là. Et c'est moi qui prends la tuile. Et c'est toi qui prends la tuile. Ouais. Et après, les 3 niveaux suivants, c'est justement les artefacts. T'en as 5 différents. Chaque artefact va te donner une capacité particulière que tu peux débloquer. Et tout le sel du jeu, c'est qu'il va falloir trouver l'équilibre entre j'augmente le pouvoir de ma guilde justement en posant ces artefacts ici, ou je les envoie à la cité. La cité, c'est une petite zone imaginaire qui est juste à côté pour pouvoir scorer sur mes cartes. Ce jeu-là, je le vois beaucoup du coup sur internet, par les pubs Facebook, etc. Je l'ai pas vu en boutique. Il est pas en boutique à cause de ça, ce plateau de jeu qui coûte énormément cher à fabriquer. C'est pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de temps, 2 ans de collaboration avec Panda Games là, pour réussir à concevoir ça. C'est un plateau magnétique. On est en train de bosser sur la V2 de ce jeu-là pour l'amener en boutique. Et donc on fera une campagne début 2024 avec une version collector, un petit peu comme celle-là, et une version boutique. En fait, c'est surtout que j'ai vu par les créateurs d'eux, et donc j'ai vu l'autre jeu et j'ai fait ah ouais, mais ils ont vraiment tout un, justement comme tu disais, tout un univers, tout un background
background qui donne envie. Moi j'aime bien quand on amène un gros univers, ça ne ressemble pas à un autre jeu. Et ça c'est bien, parce que rien qu'en termes de plateau joueur, petit truc comme ça, ben c'est con, mais après c'est peut-être juste une histoire de forme, mais ça ressemble pas à un autre jeu. Eh bien Ice c'est joué et très très bon ressenti. J'adore ce principe. En fait c'est vraiment le style de jeu que je n'ai pour le moment jamais joué, donc ça fait vraiment plaisir de jouer à des jeux un petit peu différents. Le principe qu'on se sert des autres pour creuser, c'est à la fois horrible mais à la fois génial, parce que du coup faut faire attention à ce que les autres profitent pas trop de vous. Quel beau jeu en plus. Le fameux Dead Cells qui est attendu depuis qu'il a été annoncé, donc à savoir une semaine. Une semaine en tout cas avant le FIG. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. C'est toujours le grand débat. Est-ce qu'on sort un jeu à travers un univers de jeux vidéo juste pour pouvoir surfer sur la licence, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un jeu, ils en ont fait quelque chose, ils ont vraiment profité de ce que proposait le jeu vidéo? Je ne sais pas. Ce débat est surtout sorti parce que il y a des jeux comme This War of Mine, comme potentiellement Frostpunk, qui reprennent, même Slay the Spire, qui reprennent un peu trop en fait finalement les mêmes mécaniques que le jeu vidéo, et du coup on se dit quel est l'intérêt d'avoir une version plateau du jeu. Pour le moment on n'a pas encore d'infos dessus, mais ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de s'en informer, et j'essaierai du coup de vous faire un retour sur tout ça. Deuxième jeu de cette compagnie qui est en cours de pub actuellement puisque Ice est en production et va arriver mais n'est pas encore tout à fait disponible. Et là Founders du coup ils lanceront la campagne à partir du moment où tout le monde sera délivré. Et Founders vous voyez dans le même univers qui quand même encore une fois a de la gueule. Le plateau est un peu plus minimaliste. En fait, vous êtes les premiers à découvrir un édifice. On s'apprête à designer cette cité. Pour ce faire, vous avez besoin des tuiles cité que j'ai en main. Et ces tuiles cité sont constituées à chaque fois de 3 triangles. Ces triangles sont des quartiers. Il peut y avoir 5 quartiers de couleurs différentes. Il faut savoir que sur une tuile, on va avoir à chaque fois les 5 couleurs qui sont réparties sur les 2 faces. Donc si vous avez du vert et du bleu d'un côté, vous connaissez les couleurs de l'autre côté, vous connaissez juste pas leur disposition sur la tuile. Autre élément très important, ce sont les cartes design. Les cartes design, vous allez, quand vous allez les avoir à la fin de la mise en place du jeu, et à chaque fois vous aurez des petites flèches, et il va falloir venir associer une carte design avec une flèche à droite, avec une carte design avec une flèche à gauche. Vous allez juste les mettre dans la sleeve, et en fait, de ce fait, vous allez pouvoir révéler vraiment votre objectif et comprendre à quelle couleur il s'applique. Normalement, c'est des sleeves opaques, on voit pas ce qu'il y a derrière, hein. Ça c'est un prototype encore. Et donc là, à ce moment-là, si je joue en mode révélé pour que vous compreniez bien, j'ai enfin mes 2 objectifs et mes 2 couleurs pour toute la partie. Genre, je peux pas en avoir d'autres. Donc là, moi qui fais jaune et vert, je vais avoir 2 partenaires. Un partenaire avec les jaunes qui sont avec une petite flèche à droite, sachant que moi j'ai la petite flèche à gauche, et un autre partenaire avec les verts qui ont à nouveau le côté opposé. Moi j'ai la petite flèche à droite et eux ils ont la petite flèche à gauche. Ces partenaires-là sont très importants, ils sont cachés. Au début je ne sais pas avec qui je suis, et tout au long du jeu, un de mes buts c'est de deviner avec qui je suis et surtout quel est le design associé. Parce que à la fin de la partie, si avec mon objectif vert ici, je fais, je sais pas, 15 points, je fais 15 points et que mon partenaire vert fait 4 points, parce que c'est une partie terrible pour lui, on va tous les deux faire 4 points. C'est toujours l'objectif le plus bas qui s'applique pour les 2 joueurs de la couleur. Il y a 2 tuiles devant chaque joueur. Vous ne pouvez jamais prendre les tuiles qui sont devant vous. Vous êtes obligé de prendre des tuiles qui sont devant les autres joueurs. Je sais qu'au dos de celle-ci, il y a forcément du vert, par exemple. Alors, ce que je viens de faire, par exemple, j'ai pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de prendre une tuile et regarder dessous et la reposer. Vous avez le droit de la jouer, mais si vous la révélez, vous devez la jouer en fait. C'est le point un petit peu compliqué du jeu. D-Design. Celui-ci, si par exemple il est associé avec la couleur rouge, il va falloir que je décide d'un côté du plateau. Et donc ça va faire une sorte de trapèze. Donc vous choisissez un de ces trapèzes, il y en a 6, et tous les triangles rouges, donc de votre couleur en l'occurrence, sur ce côté,
vous rapporteront à chaque fois 1 point. Donc là par exemple, si la partie s'arrête maintenant, vous aurez 5 points. On travaille là-dessus pour que ce soit plus clair, plus lisible. Celui-ci concerne ce qu'on appelle les places. Dès qu'on a un espace vide qui est entièrement entouré de tuiles, ça crée une place. Donc au moment où le joueur ou un joueur pose cette tuile-là, hop, il crée une place. Une place peut être très grande, ça c'est une grande place. Et au moment où on fait une grande place, donc complète la place, on ne peut plus mettre de tuiles là-dedans. C'est une zone morte si on reprend le Go. Pourquoi c'est important? Si j'ai du rouge, pour cet objectif, l'idée c'est d'avoir à chaque fois des triangles, donc des quartiers rouges, qui sont adjacents à une place. Là on a une grande place, et j'ai en l'occurrence 1, 2, 3, 4 quartiers qui sont adjacents à cette place. Pour faire celui-ci, c'est ce que j'appelle l'objectif des diamants. Il va falloir avoir 2 quartiers adjacents, l'un et l'autre, et c'est tout. À chaque fois que vous arrivez à faire 2 quartiers adjacents de votre couleur, donc là c'est rouge, vous avez 2 points. Le petit hic, c'est qu'il faut que ces quartiers soient dans le même sens que les autres diamants que vous allez faire dans la cité. C'est-à-dire là ça marche, ça fait 2 points. Là à nouveau j'ai 2 points. Mais si par exemple j'ai ça, ce diamant-là n'est pas orienté dans le même sens que ceux-là. Donc il ne me rapportera pas de points. Alors c'est marrant au niveau des cartes missions, etc. Enfin pour faire les points. J'avais un côté un peu cartographeur dans l'âme que j'aime énormément. Celui-ci est vendu un peu plus expert, Ice. Ouais. Celui-ci, c'est juste que conceptuellement, il est plus étrange. Donc moins facilement abordable, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression qu'il est plus facilement jouable rapidement. Founders, on l'a terminé et c'était intense, c'était compliqué surtout. Très compliqué de réussir à faire absolument ce qu'on veut. C'est un jeu où la première partie, on n'est pas tout à fait maître du truc parce que on comprend pas comment tirer profit des autres, c'est surtout ça en fait. Par exemple, il y a un système dans le jeu, il faut créer des places, donc des endroits creux, et le problème c'est que si on n'a pas la possibilité directe de fermer, quelqu'un d'autre va peut-être nous bloquer le creux, donc ça va être très compliqué. Donc le jeu est complètement... Enfin, c'est le même univers, etc. Mais à côté de Ice, ça n'a rien à voir. C'est un jeu qui est beaucoup plus rapide. J'extrapole le truc, mais une sorte de Quirkle mélangé à un Scrabble. Pas un Scrabble, un cartographeur, avec des missions qui sont faites. Les missions qui sont pas les plus simples à comprendre pour certaines, mais qui ça va s'améliorer avec le temps, j'imagine en tout cas. C'est la difficulté du jeu, c'est comprendre les missions au début. Par contre, quel plaisir d'avoir un jeu qui s'enchaîne hyper rapidement, qui même... Enfin, après la règle du jeu, j'avais l'impression que c'était une horreur pour lire le plateau. Là, par exemple, vous regardez le plateau, en vrai, c'est pas lisible, quoi. Quand vous connaissez pas le jeu, vous faites OK, il y a des couleurs, c'est super. Et en fait, faut faire des sabliers, faut faire des montagnes, faut faire des trucs comme ça. Et finalement, ça se lit assez bien. J'y rejouerai avec plaisir, juste parce que c'est rapide, c'est efficace. Et on a envie de faire mieux. Là, j'ai fait 13 points. J'ai envie de faire mieux que ça. Alors le premier, pour donner une idée, il est à 25. Donc je suis très très loin. Là, actuellement, nous sommes dans la file d'attente pour la cérémonie des As d'Or. Et on est un peu désespéré parce qu'on était en avance. Sauf qu'en fait, ici, faut prendre beaucoup d'avance. Donc en attendant de faire cette petite file d'attente où pour le moment on va rester bloqué pendant 20 minutes, eh bien je vais faire ce petit retour sur le jeu Faux Raccord. Faux Raccord, c'est un jeu qu'on a testé tout à l'heure, donc juste avant d'aller à cette file d'attente pour la cérémonie. Un jeu qu'on m'avait proposé juste au coup de vent comme ça, c'était un éditeur assez indépendant qui s'appelle Entre deux chaises. Et au moment où je reçois l'invitation, forcément je suis un peu sceptique parce que les tout petits éditeurs comme ça, où il n'y a pas vraiment beaucoup de description, de choses comme ça, tout de suite j'ai un peu de mal. Présentation du jeu, je me rends compte que le jeu ressemble à d'autres jeux, puis à d'autres autres jeux, et en fait c'est un gros mélange de plein de jeux. Le principe c'est, comme dans beaucoup de jeux de ce genre à communication limitée et en coopération, d'avoir des cartes à mettre dans un certain ordre. Et du coup, le but finalement c'est de créer une scène d'un film, tout ça dans le bon ordre pour ensuite créer un petit truc à la fin qui est un petit peu rigolo. Ce qui m'avait interpellé avec ce projet, c'est évidemment c'est du montage vidéo en gros qu'on est en train de faire pendant toute la partie. Et c'est mon métier. Et surtout, c'est le design de la boîte qui m'avait beaucoup attiré. Et en fait, en jouant, ça dépasse largement ce que j'attendais. Je m'attendais pas à un jeu aussi malin finalement dans la coopération. Le mode de base finalement ressemble à pas mal d'autres type de jeu comme ça, mais fonctionne très très bien malgré tout. On a un principe où en gros on place une carte face cachée dans la frise
et potentiellement elle est bonne ou pas dans la frise. La deuxième action, c'est de défausser une carte pour regarder une carte sur le plateau, parce que sinon elles sont toutes face cachée. Et la dernière action, c'est de pouvoir utiliser les effets des cartes. Donc il y a un petit côté card driven. Au lieu de jouer la carte pour son numéro et la mettre dans la frise, je peux utiliser l'effet d'une carte pour pouvoir influer un petit peu sur le placement des autres cartes. Et après, il y a d'autres niveaux, un petit peu à la manière de yokai, qui vont remplacer, au lieu de faire une frise, et ben on va avoir un système de 4 cartes par 4 cartes en verticale et en horizontale. Et le but, c'est de faire du coup dans le bon ordre, de gauche à droite et de haut en bas. Et là, par contre, ça devient très intéressant parce que ça devient de plus en plus compliqué et il y a d'autres modes encore et encore. Vraiment, pour un petit jeu comme ça, sachant que vraiment ça tient dans une toute petite boîte, je vous conseille de jeter un œil. Je vous mets un lien dans la description. On y est enfin, putain de merde. Quand même, un bon 40 minutes pour entrer. Voilà, c'était un peu long, mais on y est. Et on va voir ce que ça donne un petit peu ces as d'or. Tous les jours, je vais travailler au bureau, mettre au boulot et puis dodo, sans vraiment avoir de but. Donc des jeux pour enfants. Quoi de mieux que de faire jouer nos chers. On peut pas éditer ça, non, 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 non. On peut pas éditer ça, non, yeah. Sans ta collègue au moins, Le début pas très fin, ça ressemble à rien de ce qui se fait. un peu trop original. Et le gagnant As d'or initié est Challengers. Je l'avais dit. Merci Sergio. Merci Monsieur Laget. Carpe diem. Je t'embrasse, Serge. Salut Serge. Le jeu gagnant est Ark Nova. Acropolis. Merci beaucoup. Ça y est. Alors donc du coup aujourd'hui c'est une nouveauté, ça s'appelle mange mon cul. Mange mon cou en fait en fonction de comment on le prononce bien sûr. Des surprises ou pas? Bah pas vraiment. En vrai, la seule surprise pour moi, c'est Flashback. Dans le sens où je le voyais peut-être pas assez, ou peut-être, ouais je sais pas. En tout cas moins fédérateur que la colline au feu follet qui avait vraiment fait beaucoup parler de lui, etc. Tout le reste, moi j'avais dit Challengers malgré tout pour l'initier, même si les Turing Machine avaient ses chances. Alice is Missing pour moi est trop dur d'accès, donc pour moi c'était non. Et le reste, voilà, pas de surprise. Ark Nova, Acropolis, bon. Un jour j'y jouerai, hein, promis. Mais bon, dans la version vidéo, donc la version que vous pouviez voir sur internet de la cérémonie, vous n'avez pas entendu, logiquement, les applaudissements lors des présentations des jeux. Pourtant, il y a des moments très rigolos. Notamment, bah, voilà, Ark Nova, il y a tout le monde qui gueule, ouais, trop bien, machin, etc. pendant la présentation du jeu, donc en fait, on n'entend pas la présentation. Mais le moment le plus drôle, vraiment le plus drôle, Acropolis arrive, et là tout le monde applaudit, trop bien, machin. Acropolis est un jeu de placement de tuiles dans lequel vous devrez optimiser votre cité en y bâtissant des quartiers et des carrières. Puis présentation de District Noir. Là ça applaudit peut-être même un peu plus fort en vrai. District Noir est un jeu de majorité de gestion de vie pour 2 personnes. Et arrive That's Not a Hat. Le pauvre. That's Not a Hat est un jeu de mémoire festif dans lequel vous allez devoir avoir une mémoire photographique hors pair. Il y a eu 3-4 applaudissements un peu timides, pour être en mode, bah, vraiment ils se sentaient pas trop de montrer leur joie du jeu. Je pense que le fait que That's Not a Hat
a été annoncé avant sa sortie officielle pour la majorité des gens, parce que si, il est sorti avant, on nous a expliqué machin. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui finalement... c'était dur de défendre That's Not a Hat. Allez, on est parti pour... Enfin là, il est 22h30 je crois, un truc comme ça. On nous a rabâché la tête avec cet événement qu'il y a tous les soirs au FIJ, au FIJ, à savoir les off. Est-ce que c'est bien? Bah hier on n'a pas voulu y aller parce que... faut être motivé, j'ai l'impression, pour y aller. On va essayer ce soir. De toute façon, vous allez avoir quelques petits aperçus là maintenant. On n'a pas envie de passer par la rivière, bien sûr. En fait, c'est le symbole. Ça veut dire ça ne prend rien. Comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est un peu bruyant. Je pense qu'en fait, c'est bizarre, dans le salon, je niquais pas ma voix. Là, elle se nique toutes les 2 secondes. Alors la question, du coup, c'est est-ce qu'il faut venir au off? La réponse, c'est ça dépend ce que vous cherchez. Si vous êtes auteur, si vous êtes éditeur, si vous êtes friand de proto, de voir des jeux qui sortiront peut-être jamais, ou au contraire des jeux qui vont sortir ou qui ont des belles promesses, oui, ça peut. Quand même, faut être motivé, je trouve. Bon, les off, c'était long, on est parti, il était 1h30 du matin. Du coup, fatigue. Bref. Aujourd'hui, la mission, nous sommes le vendredi 24. La mission, nous en avons plusieurs. On arrive et on essaie au maximum, on va foncer au stand de Scorpion Masqué pour tenter de jouer à Dead Cells. Le jeu est tellement plébiscité que c'est pas facile d'avoir une place. La deuxième chose, la deuxième mission, c'est de jouer au transpersonnage à 14h. Et la dernière chose, la mission de toute la journée, vraiment toute la journée, ça va nous prendre tout ça, c'est trouver Rémi. Et Runes Edition, c'est les créateurs du jeu, notamment Tomorrow dernièrement. J'ai adoré le jeu et en fait, ce cher monsieur se baladera dans Cannes, plus ou moins incognito, et il aura avec lui des cartes promotionnelles supplémentaires pour le jeu Tomorrow. Donc j'ai pas envie de les louper parce que j'ai vraiment adoré le jeu. Et Runes Edition, ils ont aussi fait, là je m'en souviens comme ça, ils ont fait Blackwood. On y est, putain de merde, il est 10h, donc on a mis 1h20, parce qu'on est arrivé à 8h40, à rentrer dans ce satané salon. Et on est enfin à la table de Dead Cells, je suis content parce qu'on est arrivé et finalement on a quasiment pu directement s'installer. Dead Cells, le voilà, il y a un peu de matos, on nous avait vendu un dungeon crawler et vu le plateau, c'est bizarre. Ça ressemble pas à un dungeon crawler. À la base, c'est un jeu vidéo qu'on a donc adapté en jeu de société. Donc un roguelite, c'est un jeu dans lequel tu vas jouer, tu vas améliorer des choses dans ton build, dans ton personnage, etc. Et tu vas y retourner, et tu vas remourir, et tu vas améliorer des choses, et tu y retournes, etc., etc. Ce qui fait forcément un jeu évolutif. On va avoir donc des parties dont je vais vous parler juste après. Et le fait que entre les parties, on va pouvoir acheter des cartes qui vont améliorer ou bien donc potentiellement les decks des personnages, ou bien améliorer des choses sur le plateau. Là, on le voit pas, mais le plateau il est slivé, glisser des trucs du coup dedans qui resteront de manière permanente. Vous avez tous donc un personnage, les personnages sont différents, c'est un jeu asymétrique, vous allez avoir des cartes différentes, vous allez avoir des pouvoirs différents, et du coup au fur et à mesure que vous améliorez vos personnages, vous allez pouvoir aussi partir dans des directions différentes. Au niveau du jeu en lui-même, du coup là on peut voir, on a le premier biome, donc le quartier de la prison, donc ça reprend la structure de Dead Cells. On va en gros avoir des niveaux qui vont s'enchaîner, qui sont ce qu'on appelle des biomes, c'est-à-dire c'est vraiment des environnements spécifiques dans lesquels il va y avoir certains types d'ennemis spécifiques, certaines rencontres spécifiques, etc. La mise en place, donc à chaque fois quand tu commences la partie, typiquement on commence dans les quartiers de la prison, tu vas faire une mise en place complètement aléatoire, mais ça sera quand même toujours que des ennemis de la prison, donc il y a quand même toujours un environnement qui se ressemble. Quand tu finis le quartier de la prison, tu vas pouvoir évoluer selon les choix que tu vas faire vers un biome ou un autre, et continuer ton aventure. Parce qu'on va affronter des ennemis dans ce jeu. Et nous-mêmes, on a des cartes de joueurs qui ressemblent un peu à ça. L'idée, c'est qu'un combat, ça va se dérouler en plusieurs tours de jeu, en 3 tours. Il y a une espèce de frise chronologique là. Nous, on va jouer à cette étape-là. Donc il peut y avoir des monstres qui jouent avant nous ou après nous. Mais globalement, on va faire le premier tour de jeu, donc faire les actions qui sont représentées sur la première frise, puis le deuxième tour de jeu, puis le troisième tour de jeu. À la fin du troisième tour de jeu, s'il y a des monstres encore en vie,
bah juste on sera un peu frité avec eux et puis on va continuer notre chemin quoi. Au niveau des actions du coup, il y a différents pictogrammes. Les trucs de base ça va être donc ça qui est le symbole pour faire des dégâts. Tu vas avoir les engrenages ici qui vont permettre d'utiliser des pouvoirs spéciaux, donc des pouvoirs qui sont sur les plateaux de jeu ou des pouvoirs qui vont être sur les équipements potentiellement. Et tu as l'action de looter parce que pendant qu'on combat des ennemis potentiellement il y aura des trucs qui traînent par terre. Bah tu peux prendre le temps pendant le combat de ramasser ce qui traîne par terre. Donc du coup il y a un côté planification, c'est au début du combat tu vas choisir les cartes que tu vas jouer et après on résout les 3 tours de jeu. Alors, qu'en est-il de ce fameux Dead Cells ? Je ne peux absolument pas dire que le jeu n'est pas bien. Le jeu est simple d'accès, le jeu est efficace, le jeu est rapide, le jeu propose vraiment une façon évolutive de voir le jeu roguelite justement, à pouvoir améliorer ses cartes, un côté deck building, un côté même amélioration de trucs de début de partie, des choses comme ça. Mais là, par contre, je sais qu'autour de la table, la plupart des gens ont beaucoup aimé, et d'ailleurs, monsieur qui est derrière la caméra confirmera. Le seul hic que j'ai avec le jeu, c'est que j'ai l'impression de voir Slay the Spire. J'ai beau très peu connaître Death's Edge, je sais ce que c'est comme type de jeu, il me semble que c'est, tu confirmeras, un Castlevania-like en termes de navigation, de combat, etc. Dans l'esprit, voilà, on se déplace, on va machin, etc. Là, j'ai véritablement l'impression de voir Slay the Spire qui en plus arrivera bientôt. Parce que il y a ce côté freeze de déplacement de niveau en niveau où on va avoir soit des événements, soit des marchands, soit des combats. Et en plus de ça, le système de combat, il n'est pas exactement comme Slay the Spire, pas du tout. Là, on a un tour de jeu pour pouvoir tuer tous les mobs qui sont ici. Ça peut être très compliqué, mais et du coup très intéressant coopérativement. Mais il y a quand même ce côté très très proche finalement de Slay the Spire. C'est ça qui m'a un peu fait bizarre en voyant ça, c'est que finalement on a presque la même proposition. Est-ce que le jeu est mauvais ? Pas du tout. Par contre, est-ce que le jeu se démarque réellement de beaucoup d'autres jeux ? Je n'en suis pas si sûr. Déjà, Slay the Spire ne se démarque pas énormément c'est vraiment un calcage du jeu vidéo. Là, j'ai l'impression que, à part les clins d'œil au jeu vidéo, on n'est pas sur quelque chose de très 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 différent de ce qu'on a déjà pu voir dans le jeu de société. En tout cas, après ce Dead Cells, qui nous a duré une petite heure quand même, on va avoir le temps de jouer à d'autres choses. On va peut-être jouer à Binding of Isaac, on va jouer à Dragon Ball Z. Là, on est devant Funforge, justement parce qu'il y a Binding of Isaac qui est juste à côté. On attend de ouf de pouvoir y jouer, parce que ça fait 4-5 ans que le jeu a été sorti en Kickstarter ou un truc comme ça, donc c'est vrai que quand même ça fait plaisir de pouvoir y jouer. Et là, le reste de la journée on verra. En vrai, je suis déjà crevé, mais en même temps on est allé au off hier, on s'est couché trop tard, c'est compliqué. Et du coup, en fait là c'est juste la francisation finalement, il est sorti il y a longtemps maintenant. C'est ça, oui, c'est un Kickstarter qui date maintenant d'il y a au moins 4 ans, la toute première campagne. Il y en a une deuxième depuis. Et dans la deuxième, ils ont fait la localisation en plusieurs langues européennes, dont français. Donc nous, Funforge, on s'est occupé de faire la localisation française du jeu. Chaque joueur incarne un personnage, donc il y a plusieurs personnages dans le jeu. Vous avez tous un postulat de départ qui est le même, c'est-à-dire 2 points de vie, 1 point d'attaque et une capacité qui est la même, donc qui permet de jouer une carte butin supplémentaire. Donc j'expliquerai ça un peu après. Tous les personnages sont identiques, sauf qu'ils ont un objet de départ qui est différent. Cet objet a des capacités qui peuvent dépendre. Donc Isaac par exemple permet de relancer un dé. Donc si jamais on lance un dé avec un résultat qui nous désavantage, on peut le relancer pour nous. Mais on peut également, comme sa capacité le permet de se recharger à la fin de ton tour, tu peux l'utiliser durant un tour adverse. Et on peut marchander toutes ses actions dans le jeu. Donc c'est-à-dire que si j'ai des pièces, je peux dire je te donne 3 pièces et en échange tu utilises la capacité pour m'aider à relancer mon dé et à tuer un monstre. Voilà. Vraiment tout est marchandable mais que via l'or. Vous avez 3 types de cartes. Il y a les cartes butin, les cartes monstres et les cartes trésors. Donc on va révéler au début de la partie 2 cartes trésors. Ce sont des objets qui ont des effets, donc ça peut être permanent. Lorsqu'un joueur fait un 5, là je vais gagner 3 pièces. Ou alors c'est un objet qui a une capacité activable, ici faire un dégât à un monstre. Je vais également révéler 2 monstres de la pile monstre. Ce sont des ennemis que je vais pouvoir attaquer via un lancer de dés. Donc il y a le nombre de points de vie, les lancers de dés que je dois réussir pour réussir mon attaque et les dégâts qu'il va me faire si jamais je rate mon attaque. Ensuite en bas de la carte on a le butin qu'on va récolter. Donc là ça va être des cartes butin directement, mais ça peut être de l'or et ça peut être également des âmes. Donc les âmes sont indiquées par les petits fantômes indiqués ici avec un petit +1. Certains monstres en ont et quand je tue le monstre, je récupère le monstre avec son âme et je les collectionne jusqu'à en avoir 4. Le but du jeu c'est de collectionner 4 âmes pour gagner la partie. Dès qu'un joueur en a 4, c'est fini, il remporte la partie. Lorsque je meurs, je vais devoir passer mon tour et perdre des ressources. Les cartes butin sont des cartes
cartes que vous avez en main de départ. Donc, ce sont des cartes qui peuvent donner des pièces transformées en babioles qu'on va rajouter proche de ces objets avec des effets particuliers ou alors des effets instantanés qu'on peut faire durant son tour ou durant le tour adverse. Si jamais j'avais pris des dégâts à la fin de mon tour, je retire ces dégâts, on passe au joueur suivant. Il n'y a pas de dégâts permanents dans le jeu. Souvent ce qui se passe c'est que dès qu'un joueur accumule beaucoup d'âmes, tout le monde va s'acharner sur lui en lui mettant des malédictions, en lui faisant relancer les dés, etc. Petit retour du coup sur le petit Binding of Isaac. En fait c'est très rigolo. Alors il y a un petit côté Munchkin en fait, on peut se mettre des crasses dans tous les sens, mais c'est moins chaotique que Munchkin. On est beaucoup plus contrôlable, etc. Et franchement ça se joue très bien, très facilement, c'est très facile comme jeu. Moi j'attendrai qu'il soit disponible et peut-être que je me le procurerai. Comme vous le voyez, on est de retour à Rose Noire Édition avec le transpersonnage qui a un peu évolué, comme vous le voyez. Le plateau principal a bien changé, les cartes ont bien changé, surtout le dos des cartes. Regardez-moi ces dos magnifiques. Moi j'adore ça. Et en plus de ça, il y a vraiment des évolutions de gameplay. Il a bien évolué. De toute façon, je vous en reparlerai encore et encore. Bon, là cette journée on fait beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps, mais en même temps on est chill, on est vraiment chill. Là on est passé à un stand qui s'appelait Gram Edition avec Clash of Deck. Je vous en dirai peut-être plus demain, mais en tout cas ça promet. Et en attendant, là on attend une table pour jouer à Dragon Ball Z Duel Battle. Quand je vois un jeu comme ça, la seule chose que j'ai envie de savoir c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on se fout pas de notre gueule? On est rentré à l'appartement. Bon, faut quand même qu'on mange, faut quand même qu'on fasse le resto, machin, etc. Bref, c'est jamais fini. Mais une journée fatigante. Une journée où on a fait plein de trucs sans en faire trop non plus. Alors qu'on voulait en faire plus en vrai. Juste les dernières images que vous n'avez pas vues, les dernières choses que vous n'avez pas vues, je vous en montre là maintenant. On a un peu testé Pagan, je sais pas. Et c'était très cool sur 5 tours. Voilà, on n'a pas pu en faire beaucoup plus, donc forcément, voilà, c'est un peu compliqué. Mais par contre, on a pu en voir quand même un petit peu. Et voilà, mon acolyte me passe le tribut d'aujourd'hui, la mission d'aujourd'hui, la plus grande mission de tous les temps, qu'on a réussi à la sortie du putain de salon. C'est ça. C'est ça, le fameux paquet promotionnel de Tomorrow. Merci beaucoup à Rémi de Runes Edition, et en plus il était super sympa. Et demain on a encore beaucoup de choses à faire. On voulait tester Dragon Ball aujourd'hui, on n'a pas pu. Donc ouais, on a Fog of Love qu'on aimerait potentiellement tester. Donc tester, ça veut dire ne pas faire une partie entière dans les salons. Et après, on verra, il y aura peut-être d'autres trucs qui nous tenteront. Ah si, il y avait Rise and Fall potentiellement à tester. Voilà, Rise and Fall qui est un petit peu gros, donc on verra si c'est si pareil on pourra finir une partie ou pas. Faut pas oublier que demain on est samedi, que après-demain on est dimanche, donc 2 jours qui vont être où il va y avoir du monde, beaucoup trop de monde, donc ça va être très compliqué. Et vous entendez à la voix que malgré tout, c'est compliqué. Cette partie 1 se termine ici. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez un petit tease de ce qu'il y aura la semaine prochaine dans la deuxième partie de ce vlog, notamment Dragon Ball Z, Clash of Deck et d'autres petites surprises. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour la partie 2, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!